Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va parler de la bonne victoire des Bulls à Portland pour terminer le road trip avec pas mal de positifs à relever de ce match-là. Aussi un négatif et on va commencer avec ça parce que ça m'a quand même bien mis en rogne avant le match. C'est qu'on nous a appris l'absence de Patrick Williams pour une blessure au pied gauche. Euh, on sait depuis quelques semaines qu'il s'était tordu la cheville droite, donc c'était compliqué pour lui au niveau des appuis, etc. Il était revenu, il avait manqué un ou deux matchs, il était revenu, il avait manqué un match. Et là, on nous apprend qu'il a donc un souci au pied gauche, qui traîne ça depuis de nombreuses semaines. On ne sait pas exactement combien de temps, mais ça fait plusieurs semaines. Et euh, en gros, lors du match à Los Angeles, quand ils étaient à Los Angeles pour affronter les Lakers, les Bulls ont demandé aux médecins des Lakers de regarder un peu son pied et d'avoir un peu leur avis à eux. Sachant que c'est quelque chose qui arrive plutôt régulièrement en NBA quand une équipe est en déplacement et qu'ils ont un joueur blessé ou qui a un souci quelque part. Si ils aiment bien avoir un autre avis, une autre opinion. Ils vont voir les médecins de l'équipe d'en face pour dire tiens, est-ce que tu peux regarder tel joueur, quelque chose. Et les médecins des Lakers ont dit cette blessure au pied gauche, nous, on recommande qu'il porte une attelle qui n'appuie pas dessus, qui protège ce pied gauche au maximum jusqu'à ce que vous retourniez à Chicago pour faire des examens. Et donc, on a vu Patrick Williams ne pas jouer à Portland, avoir une attelle au pied pour donc ne pas mettre de pression sur ce pied. Et moi, perso, quand j'ai appris ça, ça m'a retourné. J'étais fou. Parce que, honnêtement, avec les années et les années qu'on a passées à dire tout le temps, dès qu'il y avait une blessure, que le staff médical des Bulls était daubé, si les médecins des Lakers ont trouvé en un coup ce que eux considéraient comme une blessure sans plus depuis plusieurs semaines et que ça a fini par être grave, mais ça va tellement mal se mettre. Mais ça va tellement mal se mettre parce que ce staff médical, ça va plus être possible. Ça va plus être possible. Il y en a quelques-uns qui ont changé dans le staff sur les 2 dernières années, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos joueurs soient soignés correctement? Parce que, non mais, au fil des années, il y a quand même des dossiers qui sont assez extraordinaires. On va pas refaire toute la liste, mais des types où on te dit ils vont être absents 2 semaines et au final ils en loupent 2 mois. On va pas revenir sur Lonzo parce que ça c'est encore différent, mais tu remontes à Denzel Valentine en 2018, il se blesse à la cheville au début du training camp. Ils nous disent ouais, à la fin du training camp, début de saison régulière, il sera là. Au final, il s'est fait opérer, il a loupé toute la saison. Laurie Markkanen, il se blesse le lendemain au coude. Ouais, c'est une histoire de quelques jours. Il a loupé 1 mois et demi. Donc, je sais, franchement, ça m'a mis les nerfs. Mais bref, le truc, c'est que donc là, on est mardi matin quand je fais cette vidéo. On n'a pas eu d'infos sur si Patrick Williams avait bien passé plus d'examens et quels ont été les résultats de ces examens, s'il y en a eu. Donc, au moment où cette vidéo sera mise en ligne, peut-être qu'il y aura plus d'infos, mais au moment où moi je la fais, on ne sait pas. À part qu'il est d'ores et déjà forfait pour le match de ce soir contre Toronto. Mais pour la suite, sachant que demain, on est à Charlotte, qui est pas sa ville natale, mais il n'est pas loin. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner, s'il va être capable de jouer ou pas. Mais bref. Donc, pour revenir sur le match à Portland, donc pas de Patrick Williams, c'est pour le remplacer dans le 5, Ayo Dosunmu, qui a été fabuleux. Je l'avais déjà dit sur la dernière vidéo, sur ce road trip, c'est le meilleur joueur. Et ça s'est confirmé dimanche. Sur ce road trip de 3 matchs, mais même depuis déjà 2 bonnes semaines, ceux qui suivent régulièrement les articles que je mets le lundi, où je classe joueur par joueur leur performance, Ayo il est quand même bien en haut depuis un petit moment. Mais là, il a encore été excellent. Entre deux, boum, il attrape la balle, il met un dunk. Et derrière, il enchaîne avec 2 lay-ups où il prend tout le monde de vitesse en transition, il se faufile au milieu de 2-3 joueurs. Il a été, d'entrée, il a mis le tempo et c'est ce que Ayo adore faire. Dès qu'il a la balle, boum, j'accélère comme une fusée, je vais au cercle, qui même me suivent. Et il a été bien suivi par ses coéquipiers sur ce match-là.
On a vu un début de match vraiment intéressant en termes de rythme, de bonne circulation de balles, des mouvements fluides. Et l'autre excellente surprise de ce premier quart-temps, de ce début de match pour les Bulls, c'est Julian Phillips, qui, bah, si Patrick Williams avait été là, n'aurait probablement pas joué, parce que ça fait un petit moment qu'on l'avait plus trop vu sur un parquet, le pauvre, et surtout pas avec des minutes consistantes. Et là, à peine il est rentré, il t'a mis une bâche. Mon Dieu, chase dans le bloc, les deux mains, il est monté à une hauteur incroyable. C'était extraordinaire. C'était un des plus beaux contres euh, d'un joueur des Bulls depuis bien longtemps. Et il l'avait déjà fait en pré-saison de mémoire contre Minnesota, il me semble. Euh, Énorme, c'était énormissime. Et d'entrée, il s'est signalé. Il est rentré, au bout de 30 secondes, il te sort ça. Pas longtemps après, il met un end-one en partant au cercle avec un drive en force. Il a fait une entrée extraordinaire et tout son match a été très très bon. Et d'autres, les bonnes autres surprises aussi, c'est Jevon Carter, que je disais dans la dernière vidéo, je commence à plus en pouvoir de ce gars-là. Là, sur ce match-là, j'avoue, défensivement, il y a eu un step-up. Actif pour couper les lignes de passe, mettre son corps en opposition, faire des contests. Et également Dalen Terry qui est rentré, qui a fait des bonnes choses aussi. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais les passages qu'il a fait, tu voyais qu'il était là, il a fait des choses, il a été vraiment intéressant dans l'impact en défense, essayer d'aller voilà, bloquer les drives, couper les lignes de passe, prendre des rebonds, etc. Même s'il n'a pas fait des stats mirobolantes, en même temps en 8 minutes, tu peux pas non plus voilà, cartonner. Je crois qu'il a fini à 2 points, 2 interceptions, 2 passes. Mais son impact a été clair. Et on a enchaîné toute la première mi-temps, les paniers près du cercle, en contre-attaque. Parce que voilà, justement, avec cette pression défensive qu'on leur mettait, on se créait des transitions. On a mis énormément de points comme ça et ça a permis de compenser notre maladresse à 3 points parce que bah, on a shooté de manière assez dégueulasse à 3 points sur ce match-là. Heureusement, Portland a fait la même chose. Donc du coup, il n'y a pas eu vraiment d'écart qui s'est fait à ce niveau-là. Euh, mais bon, là, ça nous a permis d'être devant à la pause avec donc des points près du cercle à la fois en transition, mais aussi sur jeu placé, parce que voilà, des bonnes passes. Il y a eu Caruso qui en donne une excellente je crois que c'est Drummond près du cercle, et après c'est Ayo qui trouve Vucevic près du cercle aussi. Donc voilà, des circulations de balles fluides, des bonnes passes vers le cercle pour impliquer nos intérieurs, et du coup, bah, voilà, un nombre de points dans la raquette extrêmement intéressant. Et voilà, un basket de qualité, un basket agréable où on joue sur nos forces et on n'essaye pas de faire des trucs qu'on n'est pas trop capable de faire. On voit que l'adresse à 3 points, ça passe pas. On met autre chose en place et on trouve d'autres manières de scorer, surtout face à une équipe de Portland qui n'est pas franchement une équipe extrêmement solide en termes de scoring. Il me semble qu'ils sont derniers de la ligue au nombre de points inscrits. Donc, enfin, j'aurais dû vérifier, mais enfin, il me semble qu'ils sont. Voilà, leur attaque est quand même assez triste. Euh, le problème, c'est que comme ça commence à devenir une habitude assez fâcheuse, dans le troisième quart-temps, on revient plat. Il y a 2 points dans les 4 premières minutes, c'est un panier de DeRozan. Le reste, c'est moins de rythme, des ballons perdus, moins de bons shoots, moins d'adresses. Et de l'autre côté, on commet énormément de fautes. Et on relance Portland en les envoyant au lancer franc, au lancer franc, au lancer franc. Parce qu'ils arrivent à trouver de plus en plus facilement l'accès au cercle. Et comme à chaque fois, ben, pour essayer de compenser, on se met en opposition, on fait des fautes, on les envoie au lancer. Ayton finit par mettre Portland devant pour la première fois du match avec encore des lancers francs. Jeremy Grant aussi va mettre des lancers francs. Et donc ils finissent par passer devant. Mais c'est à ce moment-là, dans les dernières minutes du troisième quart-temps, que André Drummond prend les choses en main avec 2 lay-ups, plus 2 lancers francs dans les dernières minutes de ce troisième quart-temps, avant de débuter le quatrième quart-temps de la même manière avec un and one et un autre lay-up. Donc il est très présent à la finition. Il a mis une bonne partie de ses points à ce moment-là du match et il a permis aux Bulls de se relancer. On a également vu encore Julian Phillips avec des hustle plays dans tous les sens. Euh, un des plus beaux hustle plays du match, je crois que c'est dans le deuxième quart-temps où tu as Kobe White qui se jette au sol. La balle arrive pour Terry qui envoie une passe lobée pour Phillips qui claque un gros dunk. Ça, c'était une super action qu'on va retrouver en fin de saison dans les highlights de la saison parce que c'était vraiment cool. Mais voilà, dans le quatrième quart-temps, même chose, c'était Phillips qui permet à l'équipe de prendre de l'avance, qui met un 3 points qui nous donne 8 points d'avance assez tôt dans le quatrième quart.
Le problème, c'est qu'on continue de faire beaucoup de fautes et il y a vraiment une grosse différence au lancer franc. Je me rappelle plus des chiffres, là je les ai pas sous les yeux, mais il me semble que de mémoire, Portland, ils ont tenté 29 lancers francs et nous 17, mais à un moment du match, ils en avaient quelque chose comme 24 et nous 8. Donc on en a eu un peu plus sur la fin de match, mais c'est vrai que Portland, pendant un moment, nous a quand même bien, bien, euh, bien dominé dans ce secteur-là. Et donc, bah, à force de faire des fautes, Caruso commet sa cinquième. Derrière, Anthony Simmons, qui était très discret jusque-là, commence à enchaîner les points et remet Portland un petit peu dans le match. Donc DeRozan, comme d'habitude, King of the Force, mais claque un 3 points, met un bon lay-up. Il remet un peu les Bulls devant avec une avance un petit peu plus confortable. Et paradoxalement, ça va mettre en place le scénario de la fin de match. Parce qu'on l'a dit dans une vidéo récente où on parlait des stats des Bulls dans le clutch, où c'était moins souvent DeRozan qui faisait tout, et parfois on voyait d'autres joueurs capables de faire la différence. On a vu Caruso, que ce soit défensivement ou avec des 3 points, comme par exemple face à Toronto en début de saison. Ça a pu être Vooch, comme on l'a vu sur une prolongation, je ne sais plus laquelle, il me semble que c'est Charlotte. Il y a eu Kobe White aussi, qui a mis des gros shoots en prolongation. Donc c'est pas seulement DeRozan, mais là, comme DeRozan mettait les derniers points, il a commencé à subir des prises à deux. Et dans la dernière minute du match, alors pour revenir un peu chronologiquement, Ayo déjà met un énorme contre sur Simmons à 1 minute 20 de la fin, et derrière en plus les Bulls récupèrent la possession. Et puis à 30 secondes de la fin, DeRozan remonte la balle, il y a 3 points d'avance pour les Bulls à ce moment-là, 99-96, donc c'est une action décisive. Il voit la prise à deux arriver sur lui, tout de suite passe à Kobe White, qui donne à Ayo, qui trouve Vucevic dans le corner, et au lieu de prendre le 3 points dans le corner, sachant qu'en plus en ce moment il met pas un panier à 3 points, Vucevic, il commence à s'avancer vers le cercle, un peu en post-up, de haut panier. Une autre prise à deux vient se mettre sur lui, ressort la balle pour Ayo Dosunmu, par-dessus DeAndre Ayton, boum, 3 points, ficelle. Il reste à 20 secondes à ce moment-là du match. Donc énorme shoot clutch d'Ayo Dosunmu. On peut se rappeler qu'il avait mis un buzzer beater sur le parquet d'Atlanta l'an dernier. Un petit peu chanceux parce qu'il récupère le rebond offensif sur un airball de DeRozan. Mais voilà, encore un joueur qui se distingue dans le clutch time et voilà, on peut pas dire, voilà, c'est tout le temps des Rosanne, machin. Faut donner des systèmes aux autres. On l'a vu ça, on l'a vu pratiquement toute la saison. Il y a eu d'autres joueurs qui ont eu des opportunités de mettre des paniers importants. Donc non, c'est pas tout le temps que des Rosanne, clairement pas. Et là, Ayo, ben voilà, il a été énorme. C'est exactement ce qu'on lui demandait, sachant qu'en plus, il avait plus marqué depuis ce premier quart-temps où il avait mis des lay-ups au début de match. Il avait 8 points au bout de 4-5 minutes de jeu, et depuis, il avait plus mis un seul panier, pas vraiment pris beaucoup de shoot non plus. Et là, il met ce panier à 3 points, pleine confiance, ultra clutch, il n'a pas tremblé. Extraordinaire, extraordinaire. Et derrière, bon, on a réussi à conclure ce match avec des stops défensifs, et puis on s'impose au final 104-96. Et voilà, c'est ce qu'on avait évoqué dernièrement, cette capacité à avoir d'autres joueurs qui peuvent soulager des Rosanne dans les moments clutch. Et aussi, un truc qui m'a énormément plu, entre le fait qu'Ayo mette ce buzzer beater, enfin non pas ce buzzer beater, mais ce panier qui scelle la victoire, plus la bonne perf de Kobe, plus les excellentes prestations de Terry et de Phillips, c'est de voir, comme on l'avait vu pas mal de fois en décembre, les jeunes prendre le pouvoir. Et ça, c'est vraiment cool de voir que même les mecs qui sont 11, 12e, 13e joueurs de la rotation, et ben, quand il y a des blessés, ils sont capables de rentrer et d'avoir un impact. Alors c'est un match, il faudra voir sur la durée, surtout si Patrick Williams loupe plus de temps que prévu. Mais là en ce moment, on n'a pas Zach LaVine, on n'a pas Torrey Craig. Euh, Si on continue d'avoir Phillips et Terry sur les prochains matchs avec plus de 1 minute 15 parce qu'il y a 30 points d'écart en garbage time, c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont capables de produire. Et Phillips, c'est d'entrer et passer devant Terry dans la rotation. Il est rentré bien avant lui dans le match, il a joué beaucoup plus que lui, parce qu'au final, il a joué 23 minutes alors que Terry en a joué 8. Et voilà, tu le vois que ce mec, avec ses qualités athlétiques, il est capable de faire des différences, mais surtout son placement défensif est excellent. Ses anticipations, il arrive à lire le jeu. Il faut se rappeler qu'à sa draft, Arturas Krejcikova avait dit c'est un jeune joueur, mais qui a déjà des aptitudes défensives incroyables, et il peut tout de suite rentrer dans notre rotation et être capable d'avoir un impact défensivement. Et c'est ce qu'il a prouvé sur ce match-là. Et déjà sur les quelques matchs où il a eu plus de 5 minutes à jouer sur cette première partie de saison.
Donc franchement, ça fait super super plaisir de voir ça. Et on peut que espérer que ça se poursuive dans le temps. Donc on va certainement le voir ce soir face à Toronto, puisque Patrick Williams n'est pas présent. Et puis on va voir combien de temps Williams va être absent, quoi. On va attendre les nouvelles pour ça. Mais tu te dis, voilà, si ça permet de voir Phillips sur 5-6 matchs de suite avec une vingtaine de minutes par soir, avec l'impact qu'il a eu défensivement sur ce match-là et les quelques paniers qu'il a mis de l'autre côté, ça peut être que intéressant à suivre et ça peut que favoriser son développement à lui aussi. Et d'ailleurs, plein de joueurs après le match disaient qu'ils étaient super contents pour lui parce que tout le monde a l'air de le kiffer dans le vestiaire. Je crois que c'est Ayo qui disait ouais, tout le monde l'adore parce que c'est un mec qui est toujours de bonne humeur, qui apprend vite et ça se voit. Caruso a parlé de lui aussi en bien après le match, donc c'est cool de voir le vestiaire enfin, le soutenir à ce point-là, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment des trucs vraiment intéressants. Donc comme on disait, Toronto ce soir, donc sans Patrick Williams. Charlotte demain à Charlotte, donc on va voir comment ça va se dérouler en termes d'absence. On est à 22 victoires, 25 défaites. Il reste 8 matchs d'ici le All-Star Game, dont ce back-to-back. 5 déplacements sur les 8 matchs. Est-ce qu'on va atteindre les 50%? Je sais que dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'avais du mal à y croire parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un ou deux matchs des 50% de victoire, boum, t'en repères un ou deux. Tu reviens, boum, t'en repères un ou deux. Tu reviens, boum, t'en repères un ou deux. Donc là, dernièrement, on fait un peu du surplace. Depuis 3-4 bonnes semaines, on fait du surplace, hein. Sur les 15 derniers matchs, on est à 8 victoires, 7 défaites, donc ça grimpe pas énormément non plus. On a un peu d'avance sur les équipes qui sont derrière nous au classement, mais on a toujours une distance qui est plus ou moins la même avec Orlando qui est 8ème. En gros, c'est 3-4 victoires. Voilà, t'en perds un, ils en gagnent un, t'en gagnes un, ils en perdent un. Donc c'est un peu toujours, c'est un peu le yo-yo. Donc on est bloqué à cette 9ème place qu'on risque de garder pendant encore quelques semaines, hein, parce que ben, devant, ça prend pas des distances, mais du coup on rattrape pas. Et derrière, bah, ça rattrape pas vraiment non plus. Donc voilà, on devrait être 9ème au moins jusqu'à la coupure All-Star, voire même plus. Mais on va voir comment ça va se dérouler d'ici là aussi, avec s'il y a du mouvement à la trade deadline. Mais dans quel but du coup? Est-ce qu'on va essayer de récupérer quelqu'un en échange de Zach LaVine ou de DeRozan qui va nous permettre de faire un énorme bond en avant pour la fin de saison, essayer de monter au classement, sachant que bah, y a un petit écart et que bah, faudrait quand même bah, pas trop tarder à s'y mettre, quoi. Donc on va voir, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que là, enfin non, c'est pas sûr du tout. On a Toronto et Charlotte sur le papier. Normalement, c'est un back-to-back où on devrait prendre 2 victoires et se rapprocher des 50%. Euh, on serait à 24-25 si on gagne ces 2 matchs. Mais on le sait, avec les Bulls, il n'y a quand même pas grand-chose de normal. Donc on va pas s'enflammer tout de suite et dire ces 2 matchs, finger in the nose, on va les prendre tranquille. Parce que bah, on ne sait jamais avec cette équipe-là. Donc on va se retrouver après ce road trip, après ce back-to-back, pardon. Et on verra bien où on en est à ce moment-là. Est-ce qu'on aura pris 2 victoires? Est-ce qu'on va se vautrer sur un des deux? Tu sais jamais avec les Bulls. Et c'est aussi pour ça qu'il faut suivre au quotidien, parce que voilà, ça peut tout le temps changer. Donc voilà, on se retrouve après le back-to-back pour débriefer tout ça. Et on sera à une semaine de la trade deadline. Donc si on a plus d'infos d'ici là, on en reparlera aussi. Donc voilà, d'ici là, comme d'hab, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.